Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma boutique de la Pennes-sur-Yvonne pour un top 10. Alors j'avais demandé sur Facebook ce qui vous plairait le plus entre un top 10 jeu à 3 joueurs ou un top 10 à point d'action. Et vous avez choisi top 10 jeu pour 3 joueurs. Effectivement 3 joueurs, pourquoi 3 joueurs? Parce qu'en fait c'est un format qui est un petit peu entre deux. Et il y a certains jeux qui marchent très très mal à 3 alors qu'ils sont excellents à 2 ou à 4 d'ailleurs. Parce que notamment il y a ce qu'on appelle le kingmaking où un des joueurs a la capacité à faire pencher la balance pour un joueur en fait. Par ailleurs en fonction des mécaniques, c'est vrai qu'à 3 joueurs des fois on est très dépendant d'un joueur en particulier sur l'ordre du tour par exemple, et ça peut être souvent problématique et gâcher le plaisir de jeu. Donc là j'ai essayé de vous réunir 10 jeux que moi j'adore et de les avoir joués au moins une trentaine de fois, de vous garantir qu'ils fonctionnent très bien à 3 joueurs. Alors dans cette liste en 10e position j'ai mis un jeu de Monsieur Catala, l'incontournable Monsieur Catala, qui s'appelle Noé, illustré par Xavier Colette, incontournable aussi, tellement c'est beau ce qu'il fait. Donc dans Noé, en fait, on a un petit plateau circulaire où on doit encadrer d'arches, et on doit en fait répartir les animaux de façon à ce que les arches partent remplir à bord, mais pas trop. Donc avec une masse de 21, donc il y a un petit calcul qui se fait qui est sympa. Et la mécanique centrale de ce jeu est en fait de choisir en fait le coup que va devoir jouer l'adversaire. Donc par exemple on joue sur cette arche là avec un animal femelle ou mâle. Et du coup, en jouant soit la femelle, soit le mâle, on va pouvoir obliger l'adversaire à jouer sur une certaine position. Donc il y a des règles de pose bien spécifiques entre mâle et femelle, qui fait qu'à un moment, l'adversaire est bloqué et est obligé de ramasser toutes les cartes. Donc c'est un jeu de défausse, hein, il faut se débarrasser de toutes ces cartes pour avoir le moins de pénalités possible. Donc c'est très agréable, c'est très joli, et donc ça marche très bien à 3. Noé. En 9e position, on a encore un Bruno Catala. Alors je vous rassure, il n'y a pas que du Bruno Catala. Hein. Mais alors, en 9e position, on a King Domino. Ça c'est vrai que les jeux, souvent les jeux où on fait son petit domaine devant soi, ils marchent bien quel que soit le format. Là, en l'occurrence, King Domino, il est excellent à tous les formats. Et donc dans King Domino, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu qui commence à devenir un grand classique, il s'agit en fait de construire un royaume de la manière la plus optimisée possible en sélectionnant des dominos et en recréant différents écosystèmes, un lac, des forêts, des plaines, voilà. Et en fait il y a un système de scoring très intelligent qui permet de facilement jouer et essayer de se concentrer sur cette optimisation. Donc King Domino, beau et bon, en 9e position. Ensuite, en 8e position, nous avons d'un auteur que j'aime beaucoup, humainement déjà, Fred Henry. Fred Henry, encore un auteur français, hein, Cocorico. Alors Fred Henry, il a créé la saga Les Bâtisseurs, donc à l'heure actuelle il y a les bâtisseurs antiquité et les bâtisseurs classiques. Je ne sais pas si c'est médiéval ou bref, c'est les bâtisseurs. Voilà, je soupçonne qu'un jour il sorte un 3e volet quand même, hein, il a la capacité, hein, et puis ça serait sympa. Les bâtisseurs, donc là j'englobe toute la gamme, hein, les bâtisseurs, les deux. Hein. Les bâtisseurs antiquité, c'est un poil plus complet en fait, parce qu'on peut former nos ouvriers. Donc en fait les bâtisseurs c'est quoi? On est des architectes et on doit construire différents bâtiments plus vite que l'adversaire, puisqu'on a un seuil de points qui est de 17 points je crois. Et en fait, on envoie des ouvriers qui ont différentes capacités, travailler sur des chantiers. Donc il faut bien choisir ses ouvriers, bien choisir où est-ce qu'on les envoie, et bien gérer son argent pour pas être coincé, parce qu'on peut plus payer ses ouvriers, ce genre de choses-là. C'est très simple et en même temps, c'est vraiment très agréable. Donc les bâtisseurs en 8e position.
Ensuite, en 7ème, alors ça c'est un jeu que vous pouvez sortir n'importe où, hein, pour le jour de l'an avec la belle famille, au camping, avec des enfants. C'est Las Vegas. Alors là c'est une vieille boîte que j'ai poncée parce que j'ai fait au moins une 50aine de parties. Alors ça marche avec tout le monde, hein. J'ai jamais personne qui a dit « Oh non, c'est pourri ce jeu ». Alors Las Vegas, en fait, c'est un jeu de dés. Bon, déjà moi je suis très preneur en jeu de dés, hein. Le côté tension avec le jet de dés, ça c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc en fait on a 6 casinos, on a de l'argent sur chacun des casinos et on va devoir s'accaparer les sommes sur chacun de ces casinos. Pour cela on envoie les dés, on choisit une valeur et on l'attribue au casino de cette valeur spécifique. Donc les 1 sur le casino 1, etc. etc. La mécanique intelligente de ce jeu, c'est que en fait c'est une question de majorité, mais si plusieurs personnes sont à égalité en nombre de dés, ils sont éliminés. Ça fait qu'avec un pauvre dé, des fois on peut rafler 90 000 euros, 90 000 $, pardon, puisqu'on est à Las Vegas. Et ça c'est super sympa parce qu'il y a toujours cette tension en disant ouais, faut pas que je fasse un 2, faut pas que je fasse un 2. Et donc ça marche très bien, c'est très agréable. Et ils ont refait un design qui est encore plus joli que ça, donc c'est chouette. Ensuite, on a en 6ème For Sale. Alors ça, l'avantage, c'est que jeu de poche, on peut se promener avec tout le temps. For Sale, en fait, c'est un jeu d'enchères, un petit peu loufoque en fait, où on va acheter des maisons puis les revendre. Enfin, quand je dis des maisons, ça peut être aussi bien des stations orbitales qu'une pauvre bouche d'égout. Et en fait, on a une somme d'argent au départ, ça se joue en 2 phases. On va monter des enchères sur un lot de maisons. Celui qui se couchera en premier prendra la valeur la plus faible, et ainsi de suite. Et une fois qu'on aura chacun 7 cartes, on va passer sur une 2e phase où on va devoir vendre ces cartes, ces maisons. Donc en fait, on aura pareil un nombre de chèques équivalent au nombre de joueurs, et il va falloir jouer la bonne carte au bon moment pour remporter les meilleures sommes. Donc il y a un côté se rappeler des cartes des autres, un côté gestion, un côté poussé à miser beaucoup. Donc il y a plein de petites mécaniques comme ça qui font que le jeu est vraiment très agréable. On peut y jouer de manière légère ou vraiment très tactique. Et c'est vraiment un super jeu. For Sale. Ensuite, en 5ème position, alors juste petit rappel, tous ces jeux-là, évidemment, vous pouvez y jouer dans ma ludothèque, hein, puisque je vous rappelle que j'ai à l'heure actuelle 400 jeux. Et tous ces jeux-là en font partie, donc n'hésitez pas à venir pour jouer avec moi. Alors, 5ème position, Pandémie le remède. Alors, Pandémie le remède, c'est une variante en fait de Pandémique, le grand frère. En fait, Pandémie le remède, c'est Pandémie mais avec des dés. Alors, franchement, chapeau à Matt Leacock, parce que réussir à dupliquer un système aussi bon en dés, c'est incroyable. Il a vraiment fait du bon boulot, puisqu'en fait ce jeu-là, les maladies se propagent, donc nous on doit en fait essayer d'éliminer ces propagations et trouver les remèdes contre chacune des maladies. On joue les mêmes personnages que dans son grand frère, et avec chaque personnage un set de dés avec certaines capacités spéciales, et on doit attribuer, on doit choisir quelles actions faire à travers ces dés-là. Donc c'est simple, c'est vraiment joli, le matériel est de très haute qualité parce qu'on a des marqueurs en plastique, un plastique dur très raffiné, et on a des dés translucides. Alors moi j'adore les dés translucides, c'est super beau, et franchement je pense que c'est une bonne introduction à Pandémique. Ça permet d'appréhender cette mécanique de propagation des maladies qui est au centre du jeu. Donc Pandémique le remède, je conseille à tous, et donc à 3, c'est formidable. Ensuite, nous avons 4 cacao. Alors, cacao. Donc, alors là, par exemple, cacao, c'est typique du jeu. À 2, il fonctionne pas très bien, je dois vous avouer, c'est un peu... C'est pas... Comme il y a pas mal d'interactions, d'opportunisme, à 2, vraiment, il marche pas. Mais par contre, franchement, à 3, on se régale, hein. Donc en fait, c'est original parce que c'est un Carcassonne à poste d'ouvrier.
Donc en fait, on va avoir une main de tuiles qui représente des ouvriers positionnés différemment sur des tuiles, et on va devoir positionner ces tuiles sur une zone centrale pour les envoyer travailler, récupérer des cabosses, essayer de vendre les cabosses, aller explorer les temples pour avoir la majorité autour des temples. Donc il y a tout un tas de petites actions, aller à la mine. Ils ont d'ailleurs sorti 2 extensions, Chocolat et Diamant, voilà, qui enrichit encore le jeu. Et ça marche aussi avec beaucoup de monde, et c'est raffiné, c'est très joli. Franchement, Cacao, très très bon jeu. Alors attention, maintenant on rentre dans le top 3. Alors, top 3, pardon. Karuba. Karuba qui a été récompensé en 2016 par le jeu de l'année en Allemagne, qui est quand même le Spiel, qui est quand même une référence. Un jeu avec un plateau individuel chacun, où on a des explorateurs qui vont être positionnés de la même façon sur les 4, sur tous les plateaux individuels, et on va devoir emmener chaque explorateur à son temple, de sa couleur. Donc en fait, il y a une course-poursuite pour essayer d'optimiser le placement de ces tuiles, parce que c'est encore un placement de tuiles. Et il y a un joueur qui va désigner au hasard une tuile, et il va dire le chiffre, par exemple 32, et chacun va devoir mettre cette tuile où il le souhaite sur son plateau individuel pour recréer des chemins jusqu'à chaque temple. Il va falloir réfléchir sur la programmation qu'on fait, sur un petit peu la priorisation, si on déplace son aventurier ou si on place la tuile. Donc, et c'est vraiment intergénérationnel, hein, Karuba. Alors, qui avons-nous en 2e position? Alors, c'est pas extrêmement connu, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu abstrait à la base, qui a été thématisé de la meilleure façon qui soit. Donc, en fait, c'est Water Lily. Tintin. Water Lily, en fait, c'est un jeu où on joue avec la boîte, qui est très, très jolie, qui représente un étang, et les grenouilles vont plonger dans les étangs. C'est un jeu à rôle caché, donc en fait on va chacun incarner une couleur de grenouille, et on va devoir se placer le mieux possible au cœur de l'étang, sans se faire démasquer évidemment. Et ce qui est sympa dans ce jeu, c'est la façon dont se déplacent les grenouilles. Donc on peut déplacer n'importe quelle grenouille évidemment, puisque c'est à rôle caché. Et en fait, la grenouille se déplace du nombre de grenouilles qu'il y a sur la pile. Par exemple, là, on a une pile de 3. Et ben en fait, la grenouille du dessus, puisqu'on peut déplacer que la grenouille du dessus, peut se déplacer de 3 nénuphars. Et du coup, à vous de bloquer les autres grenouilles, d'essayer de comprendre qui joue quoi, et de vous placer au bon moment dans l'étang. Parce que les grenouilles, dès qu'elles arrivent au bout du plateau, elles glissent au fond. Et en fait, si je me place en premier, j'ai 1 point. Si je me place en 4e, j'ai 4 points. Donc en plus, il faut calculer, se rappeler un petit peu de où sont tombées les différentes grenouilles, quoi. Donc Water Lily, c'est super sympa, c'est rapide et c'est joli. Et maintenant, on va faire le premier. Alors, le premier, ça va être Ubongo. Alors Ubongo, c'est un Tetris-like, on va dire. Donc, vous aurez chacun un plateau individuel. On va lancer le dé qui va déterminer les pièces à prendre, et il faut le plus rapidement possible essayer de refaire le dessin sans laisser de blanc. Donc en fait, il y a une question de rapidité, de déduction, d'ingéniosité, et il y a 2 niveaux, 1 à 3 pièces, 1 à 4 pièces. Du coup, on peut même jouer avec des enfants qui n'auraient pas le même niveau que nous, pour être à pied d'égalité. Et c'est vrai que c'est rare de trouver des jeux où on peut justement créer une espèce d'handicap pour les parents, et ça devrait se multiplier, parce que c'est vrai que parents-enfants, des fois, il y a des versions juniors, mais pouvoir jouer au même jeu avec différents niveaux de difficulté, ça peut être intéressant. Voilà, à étudier, hein, Monsieur Catala par exemple, ça peut être une bonne mécanique à étudier, ça, une bonne règle de jeu. Et donc, en fonction de si on est premier ou deuxième, en fait, on gagne différentes couleurs de gemmes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un côté aussi un petit peu aléa, parce qu'on va tirer, quand on réussit, on gagne une gemme en fonction de son classement, et on va tirer une gemme dans le panier, dans le petit sac. Du coup, on peut, même si on a fini 2e ou 3e, on peut gagner une gemme de grande valeur.
Donc c'est sympa aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai présenté mes 10 jeux préférés à 3. Bah, n'hésitez pas à venir les essayer, hein, à 3. Et je vous dis à bientôt dans ma boutique de la Peine sur Yvonne. Et je vous dis bon jeu. À bientôt. Au revoir.